énergie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous tous. Et merci de nous rejoindre désormais comme tous les jeudis dans le Grand Journal. À la veille du premier anniversaire du déclenchement par la Russie de la guerre en Ukraine, tour d'horizon cet après-midi avec vous de la perception de ce conflit en France. Coup d'œil d'abord sur les opinions publiques. Plusieurs enquêtes ont été publiées ces derniers jours et on note que les Français, comme leurs voisins européens, penchent toujours majoritairement en faveur de l'Ukraine. Oui, c'est important. Pourquoi il faut regarder avec attention ces enquêtes d'opinion? Tout simplement parce qu'on sait que Vladimir Poutine mise beaucoup sur la grande fatigue des opinions occidentales qui évidemment pousseraient leur gouvernement à sortir de la guerre le plus vite possible et à trouver des solutions de compromis, même si elles ne sont pas favorables à l'Ukraine. Alors quand on regarde un peu partout, notamment en France, toutes les enquêtes d'opinion vont dans le même sens. Il y a une très grande majorité de Français, d'abord, qui s'inquiètent. C'est l'inquiétude qui domine. Crise économique, évidemment, extension de la guerre, une guerre qui pourrait être nucléaire et voire une guerre mondiale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, vous l'avez rappelé, c'est que globalement, le soutien à l'Ukraine tient 56% des Français, notamment selon une enquête Ipsos. Selon cette enquête, donc, les Français disent qu'ils soutiennent toujours l'Ukraine et qu'ils la soutiendront jusqu'au départ des Russes, c'est-à-dire au fond jusqu'à la victoire de ce pays. Les Français sont-ils différents de leurs partenaires ou de leurs voisins européens? Pas tellement. Ils sont plutôt sur la ligne, effectivement, des Allemands. On voit bien aussi qu'en Allemagne, il y a des hésitations lorsqu'on parle de livraison d'armes, notamment évidemment de chars d'abord, c'est fait, mais demain, il y a un refus allemand, par exemple, à les livraisons d'avions. Le vrai soutien en Europe des Ukrainiens, on le trouve au Royaume-Uni. Tout le monde, les travaillistes et conservateurs, sont unanimes, ils sont d'accord. Et derrière l'Ukraine, d'accord pour aider le plus possible ce pays. Et puis du côté des pays du l'ex-bloc de l'Est, qui eux ont connu la pression, la soumission à la Russie et qui s'en méfient plus que d'autres. Notamment de la Pologne. Qu'en est-il, Arlette Chabot, du côté des partis? Est-ce que leurs positions ont évolué depuis le 24 février 2022? Alors, vous vous souvenez de l'impact de la guerre sur la campagne présidentielle française? Ça nous paraît très loin, mais finalement, ça ne l'est pas. Emmanuel Macron avait bénéficié, lui, sortant président et candidat, avait bénéficié de ce que les sondeurs appellent l'effet drapeau, c'est-à-dire que le pays se rassemble derrière son chef lorsqu'il y a danger. Ça lui avait permis de marquer quelques points dans les enquêtes d'opinion. La guerre, en tout cas, avait écrasé, dominé la campagne, comme l'avait regretté Valérie Pécresse. Alors, chaque candidat, évidemment, s'était positionné avec un peu plus de difficulté pour ceux qui avaient manifesté tout au long des années, beaucoup de sympathie à l'égard du régime russe, et notamment de Vladimir Poutine. C'est le cas du Rassemblement national. Comment faire oublier que Marine Le Pen avait été reçue par Vladimir Poutine 5 ans plus tôt, en 2017. Et puis aussi du côté de Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est plutôt l'anti-américanisme, j'allais dire presque primaire de Jean-Luc Mélenchon, qui l'avait poussé à cette indulgence permanente à l'égard de Vladimir Poutine. Alors finalement, comment sont-ils sortis les deux? Pas si mal, vous me direz, puisque l'un a fini deuxième de la compétition présidentielle et l'autre troisième. Ils s'en étaient sortis en condamnant fermement, évidemment, l'agression russe. Et seul Éric Zemmour avait plongé parce qu'il avait dit son opposition à l'accueil de réfugiés ukrainiens. Et c'était son inhumanité qui avait été sanctionnée. Un an plus tard, est-ce que les choses ont évolué? Alors oui, les choses ont un peu évolué. On faut dire d'abord que franchement, l'Ukraine, et vous l'avez sans doute remarqué, n'est pas au cœur du débat politique français. Il y a d'autres sujets, les retraites, mais quand même, personne n'a vraiment envie de s'emparer de ce conflit pour marquer des points. On commente évidemment Emmanuel Macron, ses positions, ses déclarations qui parfois interrogent. C'est en même temps, comment dire à la fois qu'on souhaite la victoire de l'Ukraine. Sans humilier la Russie. Voilà, ou même sans défaite de la Russie. Ça, c'est encore plus compliqué d'être battu sans être défait. En tout cas, il y a beaucoup de malentendus. Pour le reste, oui, il y a des évolutions. Alors, liées à des convictions, liées à la situation, par opportunisme. En tout cas, ça bouge du côté du Rassemblement national. On a vu Jordan Bardella, le président du parti, député européen, applaudir devant ce Parlement européen la prestation, le discours de Volodymyr Zelensky. Alors,
petits applaudissements très légers, néanmoins qui lui ont valu d'ailleurs quelques regrets de la part de certains membres du Rassemblement national. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jordan Bardella dit que l'issue au conflit passe par le retrait des troupes russes et par le retour à la souveraineté de l'Ukraine sur son territoire. Il ne cite pas la Crimée, et ça reste encore une interrogation, mais il bouge évidemment. La limite pour le RN, c'est la livraison, par exemple, de chars français à ce pays et à Kiev. Alors, division totalement à gauche, et là aujourd'hui c'est encore plus visible au sein de la NUPES, parce que les soutiens à l'Ukraine sont très forts du côté des socialistes, du côté des écologistes, tandis qu'à la France insoumise, eh bien, on reste très en retrait sur cette aide à l'Ukraine. Jean-Luc Mélenchon a publié avec des présidents sud-américains, colombiens et argentins une tribune il y a quelques jours pour réclamer, lui, la paix, mais on s'arrête là. Au regard des enjeux majeurs posés par ce conflit, Arlette, et ses conséquences à long terme, est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas un débat de fond, un débat public, à la fois sur les modalités de soutien de la France à la guerre et sur les objectifs même de cette guerre côté occidentaux? Évidemment, on peut le regretter. Vous savez que la politique étrangère, c'est toujours le domaine réservé des présidents français. Ils ont un pouvoir incroyable, absolu. La preuve, ils peuvent envoyer des troupes n'importe où dans le monde, participer à une guerre sans même consulter le gouvernement. C'est un pouvoir énorme, encore une fois, d'un président de la République. Alors, a-t-on parlé au Parlement de l'Ukraine? Alors, quand on vérifie, on regarde bien, il y a presque un an, c'était le 1er mars, il y a eu à l'Assemblée nationale une déclaration du gouvernement, suivie d'un débat sans vote. Il y a eu une autre déclaration pour information au mois d'octobre dernier. Entre-temps, on avait changé de Premier ministre. Et puis, le 30 novembre, on a mis en discussion une proposition de résolution de soutien à l'Ukraine dans un hémicycle presque vide, avec beaucoup de députés qui étaient absents, et devant l'ambassadeur d'Ukraine en France qui avait l'air extrêmement désolé. Alors oui, partout en Europe, partout dans le monde d'ailleurs, on débat du soutien et du niveau de soutien qu'on doit apporter à l'Ukraine, parce que la guerre va quand même entraîner aussi des choix budgétaires assez lourds. Quand on regarde la loi de programmation militaire présentée par Emmanuel Macron, 413 milliards d'euros, c'est 100 milliards de plus que la précédente pour la période 2024-2030. Donc avouez quand même, dans une période où on cherche quelques milliards pour éviter une faillite du système de retraite en France, ça mérite vraiment une discussion. Nous devrions l'avoir. Ça s'appelle une démocratie quand il y a un débat parlementaire. Sans parler des médecins généralistes. Merci Arlette Chabot d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre intervention en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.